Ah, je crois que ça y est. Là, on est en live. Ben, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette première vidéoconférence. Donc, c'est dans le cadre de la semaine Maouda. On commence ce soir avec une conférence qui s'intitule Chasse aux migrants, mensonges d'État. On organise cette première discussion avec donc, le groupe Montois de soutien aux sans-papiers, le collectif Maouda, Vérité et Justice, le Refugee Women Center de Grand-Sainte, le mouvement Présence et Action culturelle, la gauche anticapitaliste, le MOC et nos centres, le local autogéré du Borinage, la Joque de Mons, le Village du Monde, l'espace sémaphore et le Théâtre des rues. Et demain, à 18h, une seconde conférence qui aura pour thème violence policière, impunité judiciaire. Voilà, donc n'hésitez pas à partager ce live sur vos murs. La soirée va se passer en 2 temps. Une première heure avec 4 intervenants que je vais présenter tout de suite. Et puis, dans une seconde partie, on a 2 personnes qui vont reprendre les questions qui sont reprises. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans les fils de commentaires et on fera remonter ces questions auprès des différents intervenants. Voilà. Donc, ce soir, nous allons d'abord commencer par une première intervention du professeur Didier Fassin, qui est socio-anthropologue à l'Institut for Advanced Studies de Princeton et directeur d'études à l'EHSS. Nous aurons aussi l'intervention de France Timberlake, activiste au Refugee Women Center. Nous devions avoir la présence de Michel Bouffiou, qui préfère se concentrer sur la conférence de demain, et Anna Samara reprendra certains morceaux d'un morceau d'enquête importante qu'il a réalisé dernièrement sur qu'est-ce qui s'est passé en amont de cette opération de police. Ensuite, et pour terminer, nous aurons Fabienne Brion, criminologue à l'UCL, qui va aussi nous permettre de reconstituer un contexte plus vaste sur la question de la prohibition et la criminalisation de la migration. Donc voilà, je vais rapidement introduire, en amenant un peu le positionnement des différents partenaires sur le procès qui s'ouvre ce lundi et ce mardi. Donc nous soutenons la famille de la petite Maouda dans son exigence de justice et nous serons présents lundi et mardi pour qu'elle ait enfin l'occasion de commencer à réparer les mensonges et les diffamations racistes dont elle a été victime, tant de la part de la police, du parquet de Tournai et de Mons, de la presse ainsi que d'un certain nombre de représentants politiques de droite et d'extrême droite. Depuis la première coalition de fonctionnaires, la nuit même du meurtre, qui aboutit à une première déclaration mensongère sur la cause de la mort de la petite, jusqu'à la conclusion de la Chambre du Conseil qui n'a pas renvoyé ce meurtre en cour d'assises, l'instruction semble avoir été menée exclusivement à décharge du policier. La conséquence directe de cette politique des poursuites, c'est que 2 jeunes Irakiens, présentés comme passeurs, sont déjà en train de payer la faute d'un autre, le crime d'un policier. Dès les premiers PV de police, la qualification d'homicide incombe sur le comportement supposé du conducteur. Michel Bouffiou aura l'occasion de revenir demain sur cette partie de l'affaire, mais le policier ne sera inculpé qu'à la toute fin de l'instruction et sous la pression de l'opinion publique. Au-delà du policier, qui a sorti son arme, armé celle-ci, pointé son arme en direction de la camionnette et tué Maouda, ce qu'il s'agit d'interroger ce soir, c'est le contexte des opérations de chasse aux migrants, les opérations Médusa. Je vais dans un premier temps donner la parole à M. Didier Fassin, qui va probablement revenir sur une affaire similaire ayant eu lieu en France, qui est donc l'assassinat, je ne sais pas comment vous le qualifierez, de Angelo Garant, et éventuellement amener un certain nombre de points de lien avec cette affaire-ci, et puis les autres interventions permettront de le faire. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Fassin, d'être là ce soir, et je vous donne la parole. Votre micro. Votre micro. C'est bon? Voilà. Bien, ben merci beaucoup de cette invitation. Et avant de commencer, je voudrais m'excuser pour ne pas pouvoir rester jusqu'à la fin de cette séance, puisque j'avais prévu de le faire, mais que une urgence médicale va m'amener à partir avant. Alors, je voudrais tout d'abord dire la tristesse que me cause cette douloureuse affaire lorsque je l'ai apprise et la sympathie que j'éprouve, comme nous toutes et nous tous, pour les parents de Maouda. Je voudrais ensuite ajouter que, bien qu'ayant lu divers articles de journaux sur cette
tragédie, je n'ai aucune légitimité à me prononcer sur un cas que je n'ai pas étudié, comme je l'ai fait pour Angelo, qui a été abattu en France par des gendarmes du GIGN, et vous avez fait référence à ce cas pour lequel j'ai mené une longue enquête et écrit un ouvrage qui s'appelle « Mort d'un voyageur ». Ce que je vais essayer ce soir plutôt, c'est d'apporter quelques éléments de réflexion générale sur deux aspects qui sont au cœur du drame qui frappe la famille Chaouri. Le premier concerne le travail de la police en matière d'immigration et le cadre institutionnel et politique qui rendent possible en Europe de tels homicides. Et le second touche à la production du mensonge lorsque des agents des forces de l'ordre sont impliqués dans ces faits et bien sûr à la recherche de vérité à laquelle la justice est censée s'employer dans ces situations. Autrement dit, police et politique d'un côté et mensonge et vérité de l'autre. Police et politique, donc, au cours des dernières années, on a pu observer un durcissement des pratiques policières à l'encontre des migrants et des réfugiés. Ce durcissement se manifeste notamment de deux manières. Il y a d'abord une criminalisation de ces exilés dans une période où la criminalité traditionnelle a du reste diminué et où les interpellations de personnes en situation irrégulière permettent souvent de remplir les quotas que les politiques du chiffre ont imposés. Et donc, on pourrait dire que faute d'arrêter des voleurs, on arrête des étrangers. Il y a ensuite une extension des prérogatives des forces de l'ordre, notamment dans l'usage des armes à feu, puisqu'on peut désormais, dans certains pays, comme le mien, tirer dans le dos d'un fuyard, et aussi dans l'usage des armes dites non létales, qui ont néanmoins pour effet de mutiler, de défigurer et parfois même de tuer. S'agissant de la criminalisation des migrants et des réfugiés, il faut souligner qu'il est non seulement paradoxal, mais même contraire aux supposées valeurs européennes et au droit international, de s'attaquer à celles et ceux qui sont avant tout des victimes de la violence ou de la pauvreté, au lieu de chercher à les protéger. Et s'agissant des prérogatives des policiers, il faut savoir que les courses-poursuites, comme celle dans ce cas, sont souvent interdites par la hiérarchie de la sécurité publique en raison des risques qu'elles font courir aux personnes poursuivies, aux éventuels passants, aux policiers eux-mêmes et à leur matériel. Et pourtant, ces courses-poursuites, que les forces de l'ordre apprécient particulièrement, sont tolérées. Ces pratiques policières et les situations tragiques auxquelles elles aboutissent ne seraient cependant pas possibles si les politiques en matière d'immigration et d'asile ne s'étaient pas considérablement durcies elles-mêmes au cours des dernières années. Il faut bien noter que la confusion qui se fait de plus en plus entre immigration et asile se situe non pas tant au niveau de migrants qui chercheraient indûment à obtenir un titre de réfugié, que surtout au niveau des gouvernements qui n'ont cessé d'associer les deux et de chercher à réguler l'immigration en restreignant l'asile. Le traitement indigne de ces exilés dans les camps grecs, à la frontière croate, dans les prisons libyennes et à un moindre degré sur une grande partie du territoire européen suggère qu'on les situe au plus bas de l'échelle de l'humanité et, comme j'ai pu le constater dans mes enquêtes, plus bas même que les criminels. Ajoutons que le déploiement de forces de l'ordre, qui vient s'ajouter aux multiples obstacles sur les routes de déplacement de ces personnes, contribue fortement à l'éclosion de réseaux de passeurs et à l'explosion des tarifs des traversées. Les décès d'étrangers ne sont donc pas accidentels, ils résultent de phénomènes structurels. Pour le dire autrement, la culpabilité dans la mort de Maouda et de tant d'autres n'est pas seulement celle d'un membre des forces de l'ordre, elle est celle de l'institution dans laquelle il travaille, des gouvernements qui promeuvent ces politiques et, dans une certaine mesure, des sociétés qui laissent faire ces pratiques en fermant les yeux sur leurs dérives. Mais la justice, lorsqu'elle est saisie, ne prend jamais en considération ce contexte et ce cadre. Tout au plus attend-on d'elle qu'elle reconnaisse le mensonge et qu'elle établisse la vérité sur des faits qui sont généralement présentés de façon contradictoire par les policiers et par les témoins. Mensonge et vérité, donc. Qu'est-ce qu'un mensonge? On en fait souvent le contraire de la vérité, mais c'est plutôt à la sincérité qu'il faut l'opposer. Un mensonge est une déclaration dont on sait qu'elle est fausse et qu'on formule à l'adresse d'une personne avec l'intention de faire croire qu'elle est vraie. C'est souvent le cas lorsqu'il y a délit ou crime et a fortiori décès. L'auteur cherche à se disculper en donnant une version inexacte des faits. Certains de ces auteurs ont toutefois plus de chances que d'autres
de ne pas être démasqués en raison de leur statut et de leurs ressources sociales. C'est le cas notamment des agents des forces de l'ordre. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, ils sont assermentés, donc moins censés que d'autres mentir, et de plus, se trouvent face à des représentants comme eux de professions assermentées, notamment magistrats et avocats. Ensuite, ils développent un esprit de corps qui les conduit à presque systématiquement venir appuyer ce que disent leurs collègues soupçonnés d'avoir commis un acte répréhensible, même s'ils savent qu'ils mentent. Enfin, les personnes extérieures qui ont été témoins de cet acte et seraient donc en mesure de dénoncer le mensonge ne peuvent guère faire entendre leur voix, soit parce qu'on n'enregistre pas leur témoignage, soit parce qu'on le minorise dans la procédure. Le recours au mensonge collectif dans les cas de violence, a fortiori lorsqu'elles ont entraîné le décès d'une personne, présente au demeurant plusieurs avantages pour les agents des forces de l'ordre. Premièrement, il constitue une défense efficace, puisqu'il permet de disculper ceux qui les ont perpétrés, et on sait la modération des sanctions administratives et la rareté des condamnations judiciaires à l'encontre des policiers impliqués directement ou indirectement dans la mort d'individus. Et deuxièmement, il contribue au renforcement de la solidarité au sein du groupe, puisque les témoins en font preuve, les témoins au sein du groupe, en joignant leurs paroles fallacieuses à celles de leurs collègues concernés, et que tous se trouvent désormais tenus par une sorte de pacte secret par la violation de leur serment. Troisièmement, enfin, le mensonge protège l'institution elle-même du risque d'atteinte de son image publique, ce qui explique en partie pourquoi les supérieurs et même les responsables politiques jusqu'au plus haut niveau de l'État n'hésitent pas à participer à la dissimulation de la vérité. Il faut du reste ajouter que dans les rares cas où un agent signale à ses supérieurs des exactions commises par ses collègues, c'est lui qui se trouve sanctionné. Dans le cas des forces de l'ordre, le mensonge a donc une signification distincte de celle qu'il a dans le cas de citoyens ordinaires. Pour ces derniers, il s'agit de mensonges individuels. Pour les policiers, les mensonges sont institutionnels, c'est-à-dire incorporés au cœur de l'organisation pour la prémunir d'enquêtes et de sanctions. Et donc, de même qu'on parle de racisme institutionnel, pour penser la discrimination, on devrait parler de duplicité institutionnelle pour penser le mensonge dans le cadre des forces de l'ordre. Mais qu'il y ait des logiques générales à ce mensonge ne signifie évidemment pas que dans un cas particulier, les policiers mentent nécessairement. Les magistrats, à commencer par le procureur, puis le juge d'instruction si une information judiciaire est demandée, et enfin les juges du siège si un procès a lieu, sont donc souvent confrontés à deux versions des faits entre lesquelles ils doivent démêler la vérité. Celle des policiers et celle des témoins, qui sont du reste souvent des proches de la victime. Par quel mécanisme en viennent-ils donc à privilégier une interprétation par rapport à une autre lorsque n'existe pas d'éléments permettant une certitude absolue, comme par exemple un enregistrement filmé? Face à ce dilemme, il est notable que les magistrats choisissent presque toujours le parti des forces de l'ordre. À cela, il existe deux explications principales qui sont en partie liées. Ce qu'on peut appeler la hiérarchie des crédibilités et ce qu'on peut nommer la force des affinités. En effet, d'une part, les magistrats tendent à croire plus facilement certaines personnes que d'autres. Dans le crédit qu'ils accordent aux différentes parties, ils établissent mentalement une hiérarchie sur des critères qui peuvent être explicites et juridiques, notamment quand l'une des parties est assermentée et pas l'autre, ou implicites et moraux, et en particulier lorsque des préjugés favorables ou défavorables existent à l'égard d'une partie ou d'une autre. Les policiers ont prêté serment, les proches de la victime ont d'autant plus de risques de ne pas être considérés comme fiables qu'ils sont des voyageurs, dans le cas que j'avais étudié, ici des étrangers en situation irrégulière. Le crédit des uns se combine au discrédit des autres. Et d'autre part, les magistrats développent des relations électives avec certains groupes et des antagonismes forts avec d'autres. Les représentants du parquet travaillent au quotidien avec les policiers qui leur sont en quelque sorte des auxiliaires indispensables puisqu'ils leur fournissent des dossiers de délit et interpellent leurs auteurs présumés. De plus, les enquêtes judiciaires et administratives sont conduites par des policiers, autrement dit des collègues de ceux qui sont mis en cause.
À l'inverse, la distance sociale et même morale qui existe entre les acteurs de la justice et les exilés est considérable, comme j'ai souvent pu l'observer dans les tribunaux. Ainsi, la hiérarchie des crédibilités et la force des affinités sont tellement incorporées chez les magistrats qu'ils inclinent tout naturellement, pourrait-on dire, à privilégier la version des policiers au détriment de la version des témoins et des proches. Et ce, sans nécessairement l'intention de travestir la réalité. Ils peuvent en effet être convaincus d'analyser une situation en leur âme et conscience. Au bout du compte, les magistrats produisent non pas la vérité, mais ce qu'ils appellent la vérité judiciaire, qui ressemble souvent étrangement à la vérité policière. Les quelques réflexions que je viens de présenter ne visent évidemment pas à intervenir dans le dossier de la mort de Maouda, que d'autres ici connaissent beaucoup mieux que moi, mais simplement de fournir des repères sur la base d'une quinzaine d'années de recherche sur la police et la justice, et notamment sur l'étude d'autres cas pour lesquels les familles demandent que la vérité soit dite et que passe la justice. Je vous remercie. Un grand merci, Monsieur Fassin, pour cette première intervention qui pose véritablement les bases du branchement police-justice sur les constitutions de l'impunité. On aura aussi largement l'occasion d'y revenir demain. Et je vais donner maintenant la parole à France Timberlake, et c'est important de le faire, parce que ce que vous venez de dire ici, c'est quelque chose qui s'est percuté dans un contexte singulier, qui est donc celui qui nous occupe, celui de l'assassinat de Maouda. Et les 2 premiers jours après le meurtre, la communication du parquet qui s'est basée sur une première coalition de fonctionnaires, comme je le disais en introduction, où les policiers ont en fait dit à l'urgentiste qui est venu chercher Maouda sur le parking qu'elle était morte parce qu'on l'avait poussée hors de la camionnette. Cette première version a été reprise par le parquet de Mons dès le lendemain, relayée dans la presse. On a eu un certain nombre d'articles qui expliquaient que les parents de Maouda avaient littéralement jeté leur petite fille sur la voiture de policiers. Et ce qui est venu faire rupture, en fait, c'est un article du Guardian qui est venu donner un tout autre ton et qui a le premier indiqué qu'il y avait eu un coup de feu, qu'il y avait donc quelque chose dans cette histoire qui clochait, quelque chose qui ressemblait à une dissimulation d'un crime. Et pour nous, c'est important de donner ce soir la parole à Franck Timberlake, parce que c'est en fait probablement qu'elle va revenir dessus, la relation ténue entre des activistes et des migrants qui nous a permis de comprendre ce qui avait lieu et qui fait qu'il y a en fait un procès. Parce qu'il est très probable que si ces liens n'avaient pas existé, la première version policière, et Maouda était prévue, son corps devait être enterré au cimetière des Indigents, serait resté un accident lors d'une course-poursuite. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, je suis très heureux, France, de pouvoir te donner la parole et de nous raconter un petit peu votre perception des événements. Oui, merci. Et merci de m'avoir invité au débat de ce soir. Avec la triste ironie qu'aujourd'hui, c'est aussi la journée internationale des droits de l'enfant. Voilà, avant de commencer, je voulais rappeler vite fait comme vous avez souligné au début, que l'incident tragique et honteux dont on parle ce soir s'est produit dans un contexte politique plus large, au milieu des enjeux frontaliers qui privilégient les contrôles migratoires, l'inviolabilité de la police et la xénophobie au-dessus de la vie humaine, qu'elle soit d'un enfant ou d'un adulte. Du coup, voilà, je commence. Pour ma part, je travaille avec l'association le Refugee Women's Center depuis 2016. C'est une association qui soutient et accompagne des femmes et des familles exilées dans le nord de la France, entre Calais et Grande-Sainte et Dunkerque. Du coup, l'hiver de 2018, on avait le triste privilège de connaître, d'avoir connu et d'avoir suivi de près Maouda et sa famille. La famille de Maouda, c'était une parmi de nombreuses familles qui ont été obligées et qui le sont toujours
de passer par cette frontière meurtrière entre la France, la Belgique et le Royaume-Uni, à la recherche d'une nouvelle vie en sécurité. Je voulais commencer par donner un peu de historique à cette frontière et au contexte dans le nord de la France et sur la frontière franco-belge, avant de passer au rôle de la police aussi dans l'incident qui s'est produit. Du coup, la frontière franco-belge-britannique, grâce à sa proximité avec l'Angleterre, a toujours été un point de départ vers le Royaume-Uni pour ceux qui ont fui leur pays et qui tentent de rejoindre des proches, des membres de leur famille ou de leur communauté en Angleterre, ou tout simplement qui tentent de commencer une nouvelle vie au Royaume-Uni. Du coup, dans ce cadre, au fil des années, la région de cette frontière est devenue une sorte de zone d'attente, un limbo suite au renforcement depuis les années 80, suite au renforcement des contrôles frontaliers et des tentatives de la part des trois gouvernements d'empêcher le mouvement transfrontalier et la migration soit dite irrégulière. Voilà, à l'échelle européenne aussi, bien sûr. Dans ce cadre, le Royaume-Uni a réussi depuis les dernières 30 années, grâce à des accords bilatéraux avec la France et avec la Belgique aussi. Il a réussi à externaliser ses contrôles frontaliers. Du coup, actuellement, il y a les contrôles frontaliers britanniques qui sont opérés à Calais, Dunkerque, Lille, Bruxelles et même à Paris, en faisant de la France et de la Belgique le bras policier de ces politiques racistes et anti-migratoires. Cela a créé une situation où actuellement des centaines, des fois des milliers de personnes, y compris des familles, des enfants, des mineurs non accompagnés, sont bloqués près des lieux de passage, du coup Calais, Dunkerque et Bruxelles aussi, que la plupart d'entre vous connaîtrez beaucoup plus que moi, la situation actuelle pour les personnes exilées à Bruxelles. Voilà, ces personnes sont obligées à survivre sans accès à un hébergement digne, sans accès à l'information, à la sanitation, même pendant une certaine période, sans accès à l'eau. C'est dans ce contexte-ci où se trouvait la famille de Maouda l'hiver de 2018 et où se trouvent actuellement environ 1000 personnes entre Calais et Grande-Sainte, Dunkerque. Ces personnes, pour la plupart, ils n'ont aucun choix à cause du manque de voies sûres et légales pour traverser les frontières. Ils n'ont aucun choix sauf de monter dans les camions, comme a fait la famille de Maouda, ou de monter au bord des petits bateaux, de se faire arrêter par la police et de tout recommencer à zéro. La famille de Maouda, du coup, je voulais souligner, n'était pas du tout un cas exceptionnel dans le contexte où elle habitait, mais c'était bien sûr, une situation beaucoup plus dramatique, mais pas dans un contexte exceptionnel. Voilà. Pour venir un peu au rôle de la police dans ces contrôles de migration, dans ces contrôles frontaliers, cette région sur la frontière franco-belge est, comme vous savez très bien, fortement policier. Du coup, il y a la police présente 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour la plupart. Dans la zone où moi je travaille, du coup entre Calais et Dunkerque, il y a des opérations d'éviction policière des campements tous les jours par la police. Une sorte de chasse aux migrants avec des arrestations arbitraires et de l'harcèlement verbal et physique quotidien. Cela avec l'objectif de dissuader et d'éloigner les personnes exilées de cette zone frontalière. La violence policière française, qu'on connaît très bien dans le nord de la France, a donc réussi à éloigner des personnes avec qui on travaille, des personnes
vers la Belgique. Du coup, de plus en plus, on voyait des personnes comme la famille de Mauda qui étaient dans le nord de la France, mais qui est obligée de passer par la Belgique pour essayer de tenter le Royaume-Uni en se sentant en sécurité dans la France. Du coup, en 2017-2018, le côté belge de la frontière était particulièrement connu, ou même par nous et ceux dans le nord de la France, pour la violence policière, avec une impunité quasiment totale. Presque chaque famille qu'on connaissait témoignait soit de l'harcèlement, soit de la violence de la part des policiers belges, aussi que les policiers français. Actuellement, il y a eu des développements. Il y a moins de personnes qui passent par la Belgique, mais qui essaient plutôt un bateau. Mais ce changement n'est pas par hasard. Beaucoup de personnes disent actuellement, enfin cette année surtout, de préférer passer par bateau, du coup de prendre le risque de passer par bateau depuis la France afin d'éviter le risque d'arrestation et de violence par la police en Belgique. Du coup, voilà, d'éviter en bref que l'incident de Mauda, que tout le monde de la communauté connaît, ne se reproduise pas. Du coup, juste pour renforcer le fait qu'il y a un lien fort entre les tentatives de bateau qu'on voit maintenant qui sont très médiatisées et la violence policière en Belgique. Voilà, des différentes sortes de contrôles migratoires grâce au comportement de la police. Alors, c'est aussi une opportunité de souligner que la mort de Mauda, la tragédie de la famille de Mauda, n'est pas séparée de la mort de tant d'autres personnes, y compris la mort d'une famille de 5 personnes, y compris 3 enfants dans la presse. Aussi une famille kurde qui s'est noyée dans la Manche, traversée en bateau. Encore une fois, les passeurs, comme dans le cas qui étaient culpabilisés par ces passeurs, symptômes, ce qu'on sait très bien, pas les causes de ces tentatives de traversée. Voilà, je vais pas revenir sur les faits du cas de Mauda. Je pense que le comité Mauda on suit beaucoup plus de près le procès. Mais juste pour revenir un peu à ce que disait Martin au début, entre les activistes ou les associations et les personnes exilées dans les campements, j'en profite pour souligner que voilà, même si on est là, j'espère qu'on a réussi à mettre la famille de Mauda en relation avec du soutien. C'est vraiment un rôle que de la facilitation, on mène pas des actions. Et dans le cas de Mauda, c'était les membres de la communauté, les amis de la famille qui ont organisé les manifestations spontanées qui étaient les premiers en fait à exiger de la justice pour l'enfant qui aurait pu être, ils en étaient très conscients. Du coup, voilà, notre rôle, c'était un rôle de soutien et pas un rôle de direction du tout. J'en profite du coup pour rendre justice et vraiment honorer le rôle que les autres personnes dans la communauté ont pu jouer dans cet incident, qui peuvent malheureusement pas être là aujourd'hui. Mais voilà, je reste là pour les questions à la fin de la conférence, si jamais pour d'autres points. Mais je vous redonne la parole, Martin. Merci. Merci beaucoup pour cette information. Voilà, j'espère que le live est bien redistribué sur l'ensemble des pages partenaires. Donc, ça, si on pouvait le vérifier. Merci beaucoup. En fait, c'est très important. On avait eu l'occasion de se parler avant de préparer
ce live parce que nous aussi, on s'est rendu compte du rôle, enfin en tout cas des effets de ces opérations Medusa. On s'est rendu compte que l'effet principal de ces opérations était d'exercer une pression sur la frontière et de dissuader les migrants. On a donc découvert avec l'assassinat de Maouda l'ampleur du cadre Medusa, que tu as très bien rappelé, la perception que vous en aviez et l'effet que ça avait sur les trajectoires de migrants. Et on constate depuis 2016 une montée de plus en plus importante de traversées du delta de la Manche, qui est, il faut le rappeler, le passage le plus dangereux au monde. Et donc, avoir un pays qui, par des opérations de gouvernement, exerce une telle pression sur les migrants qu'ils sont obligés de prendre la mer à Dunkerque et risquer leur vie, c'est pour nous quelque chose de totalement intolérable et qui, bien au-delà du procès qui s'ouvre lundi et mardi, doit nécessiter l'ensemble des actions citoyennes et militantes pour démanteler ce cadre, parce que c'est donc un cadre criminel. Je vais donner la place à Anna Samara, qui va donc lire quelques morceaux de ce papier de Michel Bouffiou qu'on vous invite à lire et qui retrace ce qui se passe par-dessus les opérations Medusa, à savoir les tentatives de démanteler les, entre guillemets, réseaux de passeurs et le risque supplémentaire que ces tentatives de démantèlement font courir sur les migrants. Donc Anna, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc, je tiens dans un premier temps à remercier Michel Bouffiou pour son travail d'une importance capitale qui nous a permis, en tant que comité, de constituer notre intervention politique. Et donc, je vais me charger de la lecture de quelques points qui nous paraissent importants pour appréhender les éléments qui suivront mon intervention. Donc, l'affaire Maouda ne débute pas par une course-poursuite dans le Namurois, mais par le placement d'une balise le jour précédent dans le cadre d'une opération de police transfrontalière franco-belge. La mort de la petite Maouda s'est inscrite dans le prolongement d'une opération de surveillance policière transfrontalière dont les méthodes étaient éthiquement contestables. Nommée Hermès Pechmelba, celle-ci a impliqué des policiers et des magistrats belges et français. Les agents impliqués dans l'opération Hermès Pechmelba avaient repéré et balisé la camionnette dans laquelle, quelques heures plus tard, Maouda trouverait la mort. Mais ensuite, ils laissèrent le véhicule. Prenant donc le risque que ce véhicule soit l'objet d'une interception forcément dangereuse par la police des autoroutes belges dans le cadre des opérations Medusa. En résumé, cette camionnette était une bombe à retardement qui n'a pas été désamorcée. Reconstitution d'un puzzle dont la justice belge a dispersé les pièces bien dérangeantes, effaçant de la sorte la ligne de continuité entre l'opération Hermès Pechmelba et la mort d'une petite fille tuée par un policier sur une autoroute. Sous le contrôle strict de la magistrature, ils peuvent filer des suspects, hacker leurs ordis, écouter leurs conversations téléphoniques, placer des micros et autres caméras à leur domicile, baliser leurs véhicules pour traquer tous leurs mouvements. Mais le but premier de l'enquête franco-belge, cette opération Hermès Pechmelba, d'où nous relevons aujourd'hui les tenants et aboutissants, n'était pas celui-là. Des policiers et des magistrats des deux côtés de la frontière voulaient remonter une filière, identifier des passeurs. Avec la circonstance aggravante que cette fois-ci, il ne s'est pas agi d'un cavalier seul de la police, mais d'un dossier monté sous le contrôle de magistrats français et belges. Pièce numéro 2. Une course-poursuite en France ressemblant à celle de l'affaire Maouda. Le premier acte de cette enquête policière est posé dans la nuit du 12 au 13 février 2018 sur l'autoroute A16. Dans les environs de Steenvoort, en Flandre française, à une trentaine de kilomètres de Dunkerque, tout près de la frontière belge, une patrouille de la CRS autoroutière repère un fourgon Citroën Jumper blanc portant des fausses plaques d'immatriculation. Les faits sont annonciateurs de la tragique course-poursuite qui aura lieu 2 mois plus tard en Belgique. Sauf qu'en France, l'affaire ne se termina pas par un tir policier et la mort. Sauf qu'en France, l'affaire ne se termina pas par un tir policier et la mort d'une petite fille. Lors de l'intervention de Steenvoort, le CRS Autoroute
invite le véhicule suspect à s'arrêter, mais le chauffeur n'obtempère pas. Le jumper, lequel parvient finalement à passer la frontière belge. Quelques heures plus tard, la camionnette revient dans le nord de la France. Elle s'arrête à proximité de Grand-Sainte. Pièce numéro 3, la création d'une joint investigation team franco-belge. À la mi-février 2018, la BMR de la Coquelle entre en contact avec un enquêteur de la police fédérale de la Flandre orientale. Le commissaire Claude, prénom fictif, il dirige une cellule d'enquête spécialisée dans la lutte contre la traite des êtres humains. Claude plaide pour la création d'une cellule d'enquête commune qui permettrait aux policiers des deux pays d'échanger tous leurs renseignements et de planifier des opérations transfrontalières. Fin février 2018, une nouvelle réunion rassemble des policiers de la BMR de Coquelle et de la PJF de Flandre orientale, mais aussi des magistrats belges, parquet de Gand, et français, parquet de Dunkerque. Ces intervenants se mettent verbalement d'accord sur la création d'une Joint Investigation Team qui, le 3 avril 2018, sera officialisée par une convention écrite. Côté belge, ce document est validé par le juge d'instruction de Dendermonde, Patrick van Couteren, et par la substitut du parquet de Gand, Caroline Jonkers. Côté français, c'est la substitute du procureur de la République, Justine Vérité, qui signe la convention. Sont mentionnés comme intervenants dans cette cellule d'enquête commune une vingtaine d'enquêteurs belges et français appartenant à la PJF de Flandre orientale et à la BMR 62. Cette même opération est baptisée Hermès. Outre la référence à la culture gréco-latine qui n'est pas dénuée d'intention idéologique, cette appellation, Hermès donc, renvoie à d'autres opérations policières identiquement nommées, comme celle qui fut mise en œuvre par Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières, à Lampedusa en 2011. Le but de cette opération est d'identifier les suspects et les localiser, de collecter les pièces à conviction et de les citer devant les tribunaux. On est dans la logique de filière, expliquée au début de cet article. Il ne s'agit pas de porter secours au plus vite aux victimes de la traite des êtres humains, pouvant se trouver en situation de grand danger. Après la mort de la petite Mauda, plusieurs policiers français et belges impliqués dans l'opération Hermès-Pechmelba furent interrogés. Outre Kievrin, ces interrogatoires furent menés par l'IGPN, Inspection générale de la police nationale, en présence de magistrats français et belges, parquet général de Gand. En Belgique, le commissaire Claude fut invité à s'expliquer devant le comité P. Et vu ses réticences à être parfaitement transparent, toutes ses communications électroniques, mails, furent consultées sur mandat d'un magistrat. Il ressort de ces enquêtes de contrôle que les policiers français et belges de l'opération Hermès-Pechmelba avaient des contacts quasi quotidiens. À l'IGPN, un policier français a résumé la nature de cette collaboration transfrontalière en ces quelques mots. Le but était d'échanger toutes nos informations avec nos collègues belges, que l'on ne fasse rien sans l'aval des uns et des autres. Dès qu'une balise était posée sur la camionnette, la BMR de Coquelle prévenait ses collègues belges par téléphone et ou par mail. Ces derniers pouvant aussitôt suivre les déplacements de la cible sur leur PC et smartphone. Le décor étant planté, on peut maintenant porter un regard sur la logique d'enquête qui fut celle de l'opération Hermès-Pechmelba. L'idée était donc de laisser faire, d'observer, afin de démanteler une filière. On l'a dit, plusieurs véhicules balisés, mais pas tous, ont été placés sous contrôle visuel par les Français, jusqu'à la frontière belge seulement. Un brigadier d'APMR a expliqué que pendant un temps, pour éviter la prise en charge des camionnettes, la prise en chasse des camionnettes surveillées, qui ne s'arrêtent jamais, par d'autres services de police français et belges, les véhicules balisés étaient inscrits au fichier objet et volés et signalés, avec le code VS03, c'est-à-dire ne pas contrôler, ne pas interpeller. Ce signalement, comme l'a confirmé le commissaire Claude devant le comité P, était accessible aux policiers belges via le SIS, Schengen Information System. Le problème, c'est que cet avertissement n'a jamais été respecté en Belgique, voire qu'il a servi de signal inverse pour la police belge des autoroutes,
très affairé à contrôler les transports de migrants dans le cadre de ses opérations Médusa. Questionné par le comité P, le commissaire Claude a bien dû reconnaître cette incohérence fondamentale de l'opération Hermès Peshmerga. Dans ce dossier, il y a eu de multiples situations au cours desquelles des véhicules balisés ont été poursuivis par les services belges de police après avoir franchi la frontière franco-belge. Cela a mené, chaque fois, à des incidents. Dans ces situations-là, les véhicules étaient signalés SIS, Schengen Information System, par les autorités françaises après le placement du moyen technique. Dans plusieurs cas, les véhicules ont été poursuivis et ont été interceptés ou par les services belges de police dans des situations extrêmement dangereuses. Le fait que ces véhicules qui étaient signalés par des contrôles discrets étaient toujours l'objet de poursuites et d'interceptions, rendant la tâche difficile aux Français. Ce constat conduisit-il à ce que des mesures soient prises pour éviter la multiplication de courses-poursuites en Belgique, lesquelles étaient potentiellement dangereuses pour les migrants entassés dans les véhicules balisés. Interrogé par l'IGPN, un policier français a en effet déclaré « Malgré le signalement FOVES, les Belges interpellaient systématiquement tous les véhicules. Dès lors, on n'a plus fait systématiquement ce type de signalement. » Devant le comité P, le commissaire Claude posa le même constat en d'autres termes. Il est possible que ces interceptions belges aient créé des frustrations et que les Français aient porté moins d'intérêt au signalement de véhicules. Nos expériences dans ce dossier nous apprennent que les signalements ne garantissent pas qu'aucune intervention n'aura lieu. La procédure doit peut-être être revue. Pièce 6. J'aurais peut-être directement cessé la poursuite. Je ne l'aurais peut-être même pas jamais entamée. Dans la journée du 16 mai 2018, la BMR de Coquel repéra la camionnette Peugeot Boxer. Ce véhicule portait une fausse plaque belge et à Gravelines, il était stationné à l'endroit précis où les membres du réseau surveillé dans le cadre de l'opération Hermès Peshmerga avaient l'habitude de se garer. Dans leur logique d'enquête, les policiers français décidèrent de baliser le fourgon suspect, avec l'accord du parquet de Dunkerque. En début de soirée, ils prévinrent leur collègue belge de référence, le commissaire Claude. Comme tous les autres utilitaires précédemment repérés dans cette enquête transfrontalière, celle-ci allait sans doute bientôt se rendre en Belgique, chargée de migrants. Des risques ont donc été pris pour collecter de l'information. Des vies ont été mises en péril. L'inspecteur principal, Dan, prénom fictif, qui dirigeait cette course-poursuite, a d'ailleurs été interpellé sur le sujet par le comité P qui lui demanda « Votre intervention aurait-elle été différente si vous aviez été informé de la présence d'une balise sur la camionnette ?» Il répondit « Oui, j'aurais peut-être directement cessé la poursuite. Je ne l'aurais peut-être même jamais entamée. Il arrive que l'on soit informé d'un véhicule chaud parce que surveillé par l'un ou l'autre service. On ne s'en approche alors pas. » Mais en plus, affirme aussi le sommet de la hiérarchie policière, le fait qu'un véhicule est balisé n'implique pas que les services de police ne doivent pas intervenir en cas de commission d'infraction de ce véhicule ou de ses occupants. Ils doivent agir comme ils le feraient dans n'importe quelle autre situation. Toutes les réactions d'intervention des services de police sont donc réalisables comme pour tout autre véhicule. Circuler, il n'y a rien à voir. On ne peut que constater que cette version de la direction de la police permet d'éviter une polémique supplémentaire dans le dossier. Circuler, il n'y a rien à voir, ce fut aussi l'attitude du commissaire Claude qui, le 17 mai 2018 au matin, apprit par ses collègues français que la Peugeot Boxer balisée était à l'arrêt depuis plusieurs heures sur un parking en Belgique. Dardar, le policier belge de référence de l'opération Hermès Peshmerga, se rendit à Mons pour s'informer auprès de ses collègues de la PJF locale. Que leur dit-il? Qu'il n'y avait aucun lien entre ce véhicule balisé et le réseau surveillé dans le cadre de l'opération Hermès Peshmerga. Comment cela? Cela intrigua les enquêteurs du comité P autant que nous. Claude leur servit ceci. La conclusion après cette concertation avec mes collègues de Mons était que pour moi, il n'y avait aucun élément concret. J'ai vu des photos de personnes arrêtées sur le parking pour relier des personnes ou le véhicule à notre dossier Hermès. Le juge en a été informé, le dossier est resté à Mons. Le 20 juin 2018, ce circuler il n'y a rien à voir a été institutionnalisé par la décision des autorités judiciaires belges de disjoindre le dossier Maouda.
Tout le volet traite des êtres humains de l'affaire a quitté le dossier Montois pour être confié à une magistrate liégeoise travaillant sur la houlette du parquet fédéral. En procédant de la sorte, l'institution a coupé la ligne de continuité entre une opération de police imprudente, placement d'une balise sans signalement et sans mesure de contrôle visuel sur un véhicule dont on présumait qu'il ne s'arrêterait pas en cas de contrôle, et un dossier de bavure policière, tir inconsidéré sur un véhicule poursuivi parce qu'il ne s'arrêtait pas. Ce dossier liégeois, qui, selon le commissaire Claude, n'avait rien à voir avec l'opération Hermès-Pechmelba, est pourtant truffé de références à l'opération Hermès-Pechmelba. Le procès-verbal de synthèse de ce dossier évoque explicitement des véhicules dont l'information de base provient de l'enquête de Dendermonde. Monsieur le juge d'instruction Van Koteren, soit le volet belge de l'opération Hermès-Pechmelba. Ces éléments démontrent que le dossier Maouda, qui va bientôt être jugé à Mons, est très incomplet. On retrouvera seulement 2 présumés passeurs sur le banc des prévenus. Incomplet, le dossier qui sera jugé à Mons l'est aussi parce qu'il étudie la genèse bien dérangeante de cette affaire pour la police et la magistrature tant en France qu'en Belgique. Il l'est encore parce que la justice n'a tiré aucune conclusion des mensonges produits par des policiers, enfants tombés, enfants béliers, dans le volet de l'enquête relatif à la bavure policière commise sur l'autoroute de Mons. Et alors même que, circonstance aggravante, ces mensonges apparaissent dans le dossier judiciaire montois comme le nez au milieu du visage, avant même qu'il ne commence, on sait donc que le procès qui se déroulera bientôt à Mons sera parfaitement bancal. Dans cette affaire, le tir du policier à la fin de la course-poursuite était stupide et criminel. Des acteurs policiers et judiciaires ont posé des actes suspects de nature à dissimuler ce fait, sans que la justice montoise n'y trouve à redire. Ensuite, la justice a pris plusieurs mois pour se décider à inculper le policier. Cette conjonction d'éléments a focalisé l'attention de ceux qui réclament justice dans le dossier Maouda sur la pointe d'un iceberg, la pointe seulement. Tant il est vrai que l'affaire Maouda n'a pas débuté par une course-poursuite dans le Namurois, mais par le placement d'une balise, sans autre mesure de précaution, le jour précédent, dans un dossier franco-belge. Qui oserait encore prétendre, à la lumière de ces éléments, que le dossier Maouda n'est pas une affaire d'État? Voilà, j'ai fini la lecture du texte de Michel Bouffiou, que nous remercions encore une fois pour sa contre-enquête, et je vais laisser place à Fabienne Brion pour venir compléter le biais d'analyse par rapport à ce qui vient d'être dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anas. Fabienne, rapidement, hein, juste avant de te donner la parole, donc, je rappelle qu'on va mettre l'article en question de Michel Bouffiou en lien sous les vidéos. Donc, vous pourrez revenir sur un ensemble d'éléments un peu techniques. Ouh là là. Et voilà, ok, ça va. Et maintenant, ben, voilà, on va laisser Fabienne Brion revenir sur le caractère criminel de ce type de politique, sous les 2 versants, c'est-à-dire criminel au sens où elles tuent et où elles produisent, comme on le voit ici, une criminalité fort utile pour en créer la légitimité. Un grand merci, Fabienne, d'être parmi nous ce soir. Extrêmement modeste et voilà, en disant que je suis vraiment profondément bouleversée de ce qui est arrivé à la petite Maouda et à sa famille. Et vraiment, pour moi, la question que ça pose, c'est aussi la première question dont la première question que pour moi ça pose, c'est une question, c'est un peu la question que posait Foucault et qui était la question de savoir comment on pouvait en arriver à tolérer l'intolérable. Et donc de ce point de vue-là, merci à vous je pense qu'on a des formes d'aveuglement. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Et merci donc de donner une visibilité à ce qu'on tente effectivement de ne pas savoir et d'ignorer. Alors moi, la contribution que Martin m'a proposé de faire et qui est un peu plus générale, c'est de revenir un peu sur cette notion
ce qu'on appelle la crimigration et la criminalisation des passeurs. Alors, ce qu'on appelle la crimigration, c'est le fait que depuis effectivement bientôt 30 ans, dans l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne ont systématiquement restreint les possibilités de migrer et d'immigrer légalement. Et donc, en fait, la crimigration, ce qu'on appelle crimigration, c'est vraiment, on pourrait dire, la gestion des migrations à travers la criminalisation, c'est-à-dire, au fond, à travers des politiques qui sont des politiques prohibitionnistes. Donc, des politiques qui vont agir sur la prohibition de l'immigration. Prohibition ne voulant pas dire, évidemment, qu'on empêche l'immigration. Donc, ce n'est pas qu'on empêche l'immigration, ce n'est pas qu'on empêche les migrations, mais c'est qu'on leur donne effectivement cette allure ou ce statut criminel. Et quand on parle de criminalisation, on parle de différentes formes de criminalisation. Il y a ce qu'on appelle la criminalisation primaire, c'est-à-dire le fait d'introduire en droit pénal des nouvelles infractions pénales et donc de pénaliser, de constituer en fait le simple fait de passer des frontières, le simple fait d'entrer sur le territoire ou le fait d'aider des personnes qui sont, puisqu'il y a aussi une criminalisation de la solidarité. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la criminalisation primaire, c'est le fait effectivement de constituer en délit des comportements qui sont des comportements de recherche, de protection, de recherche de sécurité ou bien des formes de solidarité. Et puis, il y a ce qu'on appelle la criminalisation secondaire. Et la criminalisation secondaire, c'est le fait, en fait, de dépenser ou d'affecter, on pourrait dire, des moyens ou des ressources pour donner force, d'une certaine façon, à cette loi pénale ou à ces lois qui incriminent l'immigration. Alors, bien sûr, il y a des tas de lois qui incriminent des tas de comportements. Évidemment, une question qui est une question politique importante, c'est de savoir à quel type de loi et à quelle loi est-ce qu'on alloue des ressources, que ce soit des ressources matérielles ou des ressources humaines, pour effectivement donner force à ces lois. Et à cet égard, certains auteurs qui ont travaillé plus sur la criminalisation de l'immigration, je pense notamment à Hein de Haas, qui travaille à l'université d'Amsterdam et à l'université d'Oxford, disent ont appris que les sommes investies par les États membres pour sécuriser les frontières, pour traquer et déporter les migrants, pour coordonner la mise en œuvre des politiques européennes, s'élèvent à plusieurs milliards d'euros. Et l'Union européenne a par ailleurs tenté, on sait aussi, d'intéresser financièrement les États tiers. Bon, on a parlé de la Libye tout à l'heure, mais il y en a d'autres, à l'externalisation du contrôle des migrations dans des conditions qui sont des conditions totalement indignes objectivement, et totalement indignes aussi dans le sens où finalement on marchandise, on marchandise littéralement la vulnérabilité et le besoin ou la recherche de protection par des individus qui sont par des personnes qui sont des personnes en situation de grande vulnérabilité. Et en fait, ça ne s'arrête pas là, puisque au-delà de ça, la criminalisation, elle va encore avoir d'autres effets. Elle va avoir évidemment des effets qui sont des effets d'exclusion, alors d'exclusion du marché du travail, d'exclusion du territoire, d'exclusion de la nationalité, d'exclusion de la citoyenneté. Donc il y a toute une série de protections qui sont des protections offertes en principe par le droit, hein, qui sont des protections qui vont être enlevées à travers le mécanisme qui est le mécanisme de la criminalisation. Et puis, il faut voir aussi qu'évidemment, en principe, le droit pénal est un outil qui criminalise des auteurs d'infractions, mais individuellement. Or là, on a vraiment des formes de criminalisation qui sont des formes de criminalisation tout à fait collectives, puisque ce sont des groupes entiers de personnes qui vont être visées, alors qu'ils vont être visés directement par les politiques pénales ou les politiques criminelles, mais qui vont être aussi discrédités d'une certaine façon. Je reprends le terme qu'utilisait Didier Fassin tout à l'heure. Donc, ils vont être discrédités, et ce discrédit
ou cette criminalisation vont aussi être d'une certaine façon des conditions de l'aveuglement ou des conditions de la cécité qui font qu'on tolère ce qu'on ne devrait jamais tolérer. D'une certaine façon, on le tolère parce que c'est constitué comme quelque chose qui est illégal, comme quelque chose qui est interdit et qui autoriserait d'une certaine façon la violence d'État. Et donc, parallèlement à la criminalisation à la fois des migrants et à la criminalisation plus récente de la solidarité, on a un effet connexe qui est une sorte de décriminalisation de la violence et de la violence d'État. Alors, on le voit dans le cas pour Maouda, où finalement, on peut effectivement, évidemment, tirer sur une camionnette qui roule, c'est au moins accepter qu'on prend le risque de tuer une et plusieurs personnes. Donc, ce sont des faits qu'on peut qualifier de meurtre, en tout cas de meurtre par dol éventuel. Donc, par l'acceptation effectivement du risque de tuer quelqu'un. Et on voit en même temps dans la manière dont la justice traite les choses. Alors, il y a ce que Didier évoquait tout à l'heure, qui est à la fois la hiérarchie des crédibilités et cette affinité qu'il évoquait, mais il y a aussi le fait qu'il y a une véritable dépendance fonctionnelle des magistrats, en fait, par rapport à la police, qui fait que c'est extrêmement difficile pour un magistrat ou en tout cas qu'un magistrat va redouter effectivement de prendre position d'une manière telle que ça ne respecte pas d'une certaine, ou que ça le mette en vulnérabilité par rapport à cette dépendance fonctionnelle qu'il a lui-même par rapport au service de police. Alors, et donc on peut se demander par rapport à ces politiques qui sont ces politiques de criminalisation de l'immigration, on peut se demander pourquoi et on peut se demander en fait très concrètement, mais qu'est-ce que ces politiques criminelles font et qu'est-ce qu'elles ne font pas? Alors, ce qui est certain, c'est qu'elles ne contrôlent pas ou elles ne découragent évidemment pas l'immigration. Si on prend le risque de mourir dans des trajets qui sont des trajets d'une dangerosité épouvantable, et Martin, ce que tu viens de redire encore avec la traversée de la Manche et que France a évoqué aussi à travers la traversée de la Manche, montre bien que si on se trouve dans une situation qui est une situation de telle urgence existentielle qu'on prend le risque d'une traversée, c'est pas la criminalisation qui va empêcher effectivement ce mouvement. Mais par contre, ce que ces politiques vont faire, je vais peut-être sauter directement à cette diapositive-là. Ce que ces politiques vont faire, c'est qu'elles vont évidemment créer d'une certaine façon les conditions de la traite et les conditions du trafic. Et donc, elles vont contribuer en fait au développement de formes de criminalité qui sont des formes de criminalité connexes, alors que ce soit les faux documents, les corruptions, le blanchiment d'argent, éventuellement les passeurs, parce qu'évidemment, elles peuvent aussi contribuer au développement de réseaux ou d'organisations criminelles. Et donc si l'objectif qui est le leur est celui qui est annoncé, si effectivement elles sont censées effectivement prévenir l'immigration, ce sont des politiques qui sont inefficaces et qui sont absurdes. Et je reviens un petit peu à la diapositive précédente, qui est qu'en fait, ce que ces politiques font, c'est qu'elles vont créer, d'une certaine façon, un marché du passage illégal des frontières externes ou internes, et elles vont créer des formes de polycriminalité, et ça n'a rien d'étonnant. C'est toujours comme ça quand la demande d'un service ou d'un produit alors on pourrait dire n'est pas élastique parce qu'il s'agit d'une demande qui est une demande pressante. L'effet d'une politique prohibitionniste, c'est toujours en fait de substituer une offre illégale à une offre légale. Et donc, ce que ces politiques font, c'est qu'en fait, elles produisent effectivement les conditions d'une insécurité ou d'une mise en danger radicale des migrants
et éventuellement des migrants, de leurs familles, etc. Donc, ce sont des politiques qui tuent, ce sont des politiques qui diversifient les points de passage, c'est des politiques qui allongent les routes migratoires, c'est des politiques qui allongent le temps nécessaire pour atteindre le point d'arrivée, c'est des politiques qui augmentent la vulnérabilité des migrants et leur dépendance à des passeurs qui parfois sont mal intentionnés, mais parfois aussi elles forcent simplement certains migrants à payer leur passage en devenant passeurs. Et donc, ce sont aussi ces politiques qui créent évidemment le personnage du passeur qui après va être d'une certaine façon celui qui va être maudit, hein, ou à qui on va attribuer la responsabilité de ce qui se passe. La responsabilité de ce qui se passe, elle est politique de bout en bout. J'ai repris là des chiffres, mais voilà, entre 1994 et 2014, quelques 30 000 personnes sont mortes en tentant de rejoindre l'Europe. Depuis 2000, selon Hein de Haas, que je citais déjà tout à l'heure aussi, il y a 30 000 personnes supplémentaires. Et ça, ce sont des chiffres qui sont des chiffres relativement anciens. Il y en a encore bien d'autres maintenant. Et donc voilà, si on prend finalement les résultats sur le plan humain, c'est de nombreux morts noyés, morts sur la route, morts par arme. Ce sont des chasses aux migrants qui produisent encore d'autres morts. Et en même temps, c'est sur le plan judiciaire, quelques inculpations après des interpellations. Par contre, sur le plan pénitentiaire, c'est aussi une surreprésentation des étrangers en prison. Et donc, on peut se demander, enfin, je voudrais juste terminer par là, même si c'est peut-être un petit schéma qui est un peu incompréhensible, mais on peut... en fait, ce que je voulais montrer là, c'est un schéma qui donne simplement l'évolution sur le long terme des chiffres de l'emprisonnement. Et ce qu'on voit ici, si vous voulez, c'est qu'à partir des années 80, en fait, on a une croissance extrêmement rapide des chiffres de détention. Et cette croissance extrêmement rapide des chiffres de détention, elle s'explique en fait par la criminalisation des migrations. Ça se voit mieux sur ce schéma-ci, où on voit en fait que les chiffres de détention sont relativement stables s'agissant des nationaux, les nationaux y compris issus de l'immigration, et que par contre, on a vraiment une inflation carcérale par rapport à la population étrangère, et notamment la population étrangère en séjour illégal. Et au fond, on peut aussi, il me manque une diapositive, c'est pas grave. En fait, on peut relier ça aussi à une transformation, en fait, une transformation, on pourrait dire, des démocraties où on constate depuis une trentaine d'années, avec ces politiques de criminalisation de l'immigration, que de plus en plus, on a une sorte de division qui se fait de la population en un groupe de population qui est, on pourrait dire, dans la loi, mais qui est mis par la loi dans la loi, et un groupe de population qui est mis par la loi hors la loi, et qui va être du coup absolument pas protégé, absolument pas vulnérable, et où ça donne l'impression que d'une certaine façon, la citoyenneté, c'est vraiment le point qui lie un être humain à son humanité. Et que si on est effectivement déchu de cette citoyenneté, ou si simplement on n'est pas doté de cette citoyenneté, eh bien c'est comme si on ne pouvait pas être reconnu dans sa pleine humanité et qu'on n'était pas protégé par le droit. Et avec des effets d'inhumanité radicale alors voilà, je me répète, qui sont d'une part des effets qui sont assassins, mais qui sont des effets, enfin, qui produisent des effets déshumanisants aussi sur ceux effectivement qui exercent ou qui sont partie prenante à ces politiques. Voilà. Bien, merci beaucoup. On va remettre en écran complet. On va petit à petit passer. Anna et moi, on va essayer de reprendre les différentes questions qui sont en lien sur Facebook. J'espère qu'il n'y a pas trop de difficultés techniques, mais de toute façon, la vidéo, on pourra la regarder, vous pourrez la regarder dans les jours qui viennent.
Je voudrais juste, avant de prendre un peu les questions, essayer de revenir, Fabienne, sur ton intervention ici, parce que ce qui nous préoccupe beaucoup dans le procès qui s'ouvre lundi et mardi, c'est qu'au cœur du procès, on voit ce lien entre décriminalisation de la violence d'État et, tu parles de criminalité connexe, mais aussi de l'inflation carcérale. C'est-à-dire que la pression que la police exerce à travers les opérations Médusa, mais aussi à travers les politiques qui visent à remonter les filières, en fait, elles produisent les criminels idéaux pour blanchir des policiers. Et nous, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que, en fait, quand on cumule les charges qui portent sur la tête des 2 Irakiens qui vont comparaître à côté du policier, en fait, c'est une qualification de meurtre en termes d'années de prison. Donc, on est fort inquiet de voir des personnes qui sont prises dans des réseaux de passeurs qui, en droit pénal, au mieux, pourraient être poursuivis pour délit de fuite, endosser cette décriminalisation. Est-ce que c'est une analyse que tu rejoins, Fabienne? Écoute, je ne suis pas juriste, donc avec toute la réserve du fait que je ne suis pas juriste, mais structurellement, bien sûr que oui, je te rejoins sur le fait que qu'effectivement, le passeur va être… Alors, enfin, quand on voit passeur, on voit… c'est comme dans beaucoup de phénomènes de criminalité organisée, si tu veux. Il y a aussi des phénomènes, on pourrait dire, de sous-traitance et de sous-traitance en cascade dans ce qu'on appelle de la criminalité organisée, qui fait que, à la base, tu peux avoir effectivement des personnes comme des passeurs qui simplement payent leur passage en conduisant la camionnette ou en prenant en charge une certaine partie du trajet. Mais effectivement, elles vont apparaître alors comme des personnes qui sont actives et qui vont endosser d'une certaine façon la responsabilité de tout accident qui pourrait intervenir, alors même qu'elles sont, enfin voilà, ce sont des acteurs dans une pièce qu'elles n'ont vraiment pas écrite, quoi. Mm-hmm. Ben oui, merci beaucoup. Anas, est-ce que toi, tu vois un peu les questions ici? Je vais essayer de vous les poser au fur et à mesure. Alors, attendez. Hein. Anas, si tu en vois une, tu prends la parole aussi. Hein. Ouais, très bien. Alors… Alors, j'ai ici une intervention, et donc je propose que les différentes personnes qui ont envie d'y répondre puissent venir. Donc, c'est un commentaire qui dit « On laisse couler les bateaux comme on laissait couler les bateaux négriers ou passer les trains pour les camps de la mort. » Oui, Alexinous qui dit ça dans voilà. son… Ouais. Peut-on revenir sur cette question des filières blanchissant police-justice? Je ne sais pas si ça vous fait réagir, Fabienne, France, Anas, si vous avez envie de dire quelque chose. Enfin, si tu veux, là, on se trouve devant un cas qui est un cas extrêmement lourd puisque ça engage la mort d'une petite fille. Mais c'est quelque chose qui est plus général. De la même façon, si tu veux, c'est très compliqué. C'est très compliqué de pénaliser des violences policières. Si tu es victime de violences policières, il y a très facilement, ou il y a très fréquemment en tout cas, des poursuites qui vont être entamées parallèlement pour rébellion et qui vont d'une certaine façon neutraliser, pourrait-on dire, le premier dossier. Et il y a vraiment, enfin, je pense que Didier avait effectivement, il y a le fait de la hiérarchie des crédibilités, avec le fait en plus que la police, le poids de la parole policière est un poids qui est plus important aussi parce que les policiers sont assermentés. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a vraiment le fait de ce sont des personnes qui collaborent les unes avec les autres et fonctionnellement, les magistrats sont dépendants des services de police. Et donc, c'est vrai que ça reste… bon, voilà. Alors, en même temps, comme Michel Pouffieux le dit dans son article,
Dieu merci, il y a eu une demande d'autopsie, il y a eu certains mécanismes de neutralisation, pourrait-on dire, mais qui sont aussi passés par des mobilisations activistes et par l'intervention d'acteurs qui sont des acteurs tiers. Et en relisant tout le travail que Michel Bouffier a fait à ce propos-là, enfin voilà, c'est vrai qu'on voit que même sur les premiers intervenants, les premiers intervenants même médicaux, il y a une parole d'autorité où il y a une autorité de la parole plutôt qui est prêtée à la parole policière. Donc oui, de ce point de vue-là, effectivement, il y a un effet blanchissant, si on peut dire. Merci. Alors ici, c'est plus une question pour toi, France. Timberlake, donc tu nous as fortement partagé donc ce que vous voyez déjà depuis des années en termes de violences policières sur les autoroutes, ce que tu as appelé la remontée d'une frontière meurtrière à travers votre activité d'accueil et de tenter de suivre ou d'accompagner les migrants. Moi, j'avais une question, c'était une réflexion qu'on s'était faite, c'est un peu lié à la question qui est posée ici. C'est en fait ce qu'on voit, c'est que les zones grises où a lieu cette violence policière sont les zones où les réseaux de citoyenneté ou les réseaux d'aide ne peuvent pas être actifs. Donc, on voit en Méditerranée qu'il y a toute cette tentative d'utiliser le droit de la mer pour tenter de porter assistance aux personnes en danger. Comment ça se pratique pour vous? Est-ce que vous avez une réflexion sur la mise en danger des migrants sur l'autoroute dans le contexte ici de ce que tu as bien raconté sur la frontière franco-belge? Oui, merci pour la question. Je pense que, n'hésitez pas d'autres intervenants aussi si vous voulez intervenir après. Mais je pense que ça fait partie du problème de la non-visibilité, un peu comme disait Fabienne, la non-visibilité des témoignages des personnes victimes de ces violences policières, le fait qu'ils soient presque jamais écoutés. Et en fait, les témoignages sont presque jamais visibles à un public plus large que voilà, les réseaux de police ou de forces de l'ordre. Du coup, je pense que ça fait un peu partie de notre travail entre associations dans le Nord de pouvoir visibiliser les pratiques de la police et les pratiques des forces de l'ordre. Mais il y a des zones importantes où c'est impossible parce que les autres personnes sont interdites d'y aller. Du coup, par exemple, à Calais, Dunkerque, et je pense à Bruxelles et à Paris aussi, il y a des zones de contrôle, ils s'appellent des zones de contrôle qui sont opérées par les forces de l'ordre britanniques, le Border Force britannique, pour effectuer les contrôles frontaliers. Et c'est une zone où c'est impossible d'y aller en tant qu'association, en tant que témoin. Et du coup, c'est souvent un site de violence, de harcèlement de la part des polices envers des personnes, vers des personnes qui sont retrouvées soit dans des camions, dans des véhicules. Et ça se passe de plus en plus, comme vous disiez, dans la mer aussi. Du coup, les sites où les témoins, si on veut les appeler comme ça, ne peuvent pas aller. Et juste aussi pour ajouter à ce que disait Fabienne par rapport à le blanchissement de la part de la police et de la justice. Je pense que c'est important de rappeler que dans l'incident, suite à l'incident de Maouda, du coup, suite à la nuit du 17 mai, la famille a reçu une obligation, un document d'obligation de quitter le territoire belge le lendemain de l'incident. Et du coup, c'est un effort, c'est un peu pour rappeler comment ces pratiques théoriques ou politiques sont effectuées en réalité envers des victimes de ces pratiques.
Du coup, il y avait un effort important de la part de la police belge, pas seulement de cacher, mais en fait d'empêcher que la famille parle, enfin que la famille témoigne de ce qui s'est passé. Et aussi les autres personnes qui étaient présentes dans les camions, c'était la même chose. Enfin, il n'y avait aucun effort pour prendre leur témoignage de l'incident. Et du coup, c'est pas que qu'il y a des zones grises, mais aussi, c'est des zones noires en fait qui sont produites par les établissements qui ont un trait, enfin, ils ont un trait à cacher la vérité. Voilà. Ok, merci. Je vais donc reprendre un peu les questions qui sont ici. Moi, j'en ai une là sous les yeux. Ah bah vas-y, vas-y. Médusa et la chasse aux migrants. Une question raciale, point d'interrogation. Mais par rapport à j'avais envie, oui, peut-être, mais j'avais envie de peut-être, enfin, j'avais pensé en lisant la question, ça m'a refait penser à Irving Goffman qui a beaucoup travaillé sur la déshumanisation et sur le fait que quand on se trouve, enfin que les personnes ou les professionnels qui se trouvent dans la situation dans leur profession d'avoir à traiter des êtres humains comme des objets finalement, et l'expression que Irving Goffman est Ça a coupé. Ah, on a perdu, je pense, la connexion de Fabien Brion n'est pas... elle-même de ce travail de manutention d'une certaine façon, ou de gestion des flux, ou de simplement de gestion de ces choses humaines, eh bien, disait-il, pour s'en protéger, pour se protéger de ce rapport, eh bien, une des protections, c'est la déshumanisation. Et lui, en fait, alors la déshumanisation, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut passer effectivement par la criminalisation, c'est une manière de déshumaniser. Elle peut passer par la racialisation. Et elle peut passer par l'accusation de folie. Enfin, il y a toutes sortes de choses. Et évidemment, dans le cas des migrations et des migrations de pays tiers, je pense que la criminalisation et la racisation, elles se renforcent d'une certaine façon mutuellement. Je pense qu'il y a vraiment les deux processus qui sont intriqués et qui se renforcent. Mais je pense que à la base, enfin la racine, je pense que c'est plutôt de la déshumanisation, et de la déshumanisation qui est un effet en fait d'une politique qui réduit des êtres humains à des choses qu'il faudrait déplacer, dont on ne trouverait pas la bonne place d'une certaine façon. Et donc, de nouveau, la racine, elle me semble être... quelle est la place qu'on dénie en fait à des êtres humains. Et pour leur dénier cette place, on dénie ou on nie leur humanité. Mais dans le processus de racialisation, cette négation de l'humanité est très prégnante. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je disais que je pense que, évidemment, dans ce qui est gestion de la criminalisation illégale, la racialisation et la racisation c'est une des modalités de la déshumanisation. Et je pense qu'elle est couplée à la criminalisation. Complètement. Alors ici, il y a une question qui s'adresse plus à toi, Fabienne. C'est quelqu'un qui demande si tu peux développer un peu plus le mécanisme de dépendance magistrat-police. Quels seraient les risques pour les magistrats de condamner les policiers coupables de crimes? Je me souviens, c'est une des premières recherches que j'ai faites quand j'étais toute jeune à l'université. C'était justement sur les phénomènes de rébellion. Et je me souviens avoir interrogé à ce moment-là, j'avais fait un entretien avec un collègue qui se trouvait être juge d'instruction, donc il était en partie à l'UNIF et en partie juge d'instruction.
Et il m'avait dit que voilà, que dans des cas qui étaient des cas de violence policière, doublé doublé effectivement d'affaires de rébellion, mais simplement, enfin, si lui poursuivait la personne ou condamnait le policier, ben, ses enquêtes suivantes étaient sabotées. Donc, donc il y avait par rapport à ça, c'était même pas nécessairement dans le cadre d'une affaire de l'affaire en question, mais c'était par après, quoi. Donc quand on dit dépendance fonctionnelle, c'est vraiment voilà, un magistrat instructeur dépend des services de police. C'est les services de police qui vont mener une série d'enquêtes. Ok, je regarde encore. S'il y a une question, mais c'est une question générale. Je vais peut-être poser encore une question pour France Timberlake et Fabienne, si tu veux y répondre, tu peux aussi. Donc, vous avez amené beaucoup d'éléments. C'était un peu une des réflexions qui se fait aussi au sein du comité. Donc, quand les opérations Medusa ont été mises en place après le démantèlement du Grand Sainte, il y a eu des grèves de syndicats de police en Belgique, pour des raisons qui ne sont pas exactement les nôtres, mais qui étaient parce qu'il va y avoir une mise à disposition de main-d'œuvre policière pour des opérations que la police elle-même considère comme étant absurdes, parce que les policiers relâchent les migrants et qu'ils ont l'impression de faire un travail de Sisyphe. Et France, tu as donné des éléments, nous, une des hypothèses centrales qu'on a, c'est quand même que cette politique de dissuasion est en fait une politique de terreur. Au sens où ce que tu racontais sur la dissuasion à travers le meurtre de Maouda, c'est quelque chose qui a été observé en Belgique après l'assassinat de Semira Adamou. C'est-à-dire que les policiers rappelaient aux migrants qu'ils avaient entre leurs mains cette histoire. Et donc la question que nous, l'hypothèse qu'on a, c'est est-ce que ces opérations de police n'ont pas comme objectif d'instituer de la terreur dans les mécanismes d'État à l'endroit des migrants? Oui, tout à fait. C'est une réflexion intéressante. Et je pense que c'est tout à fait lié, la politique de dissuasion enfin, voilà, d'éloignement. C'est aussi une politique de terreur, comme tu disais. Et ça me rappelle un peu une comparaison avec un syndicat de police qui, ici en France, enfin, de nord de la France, qui, au début de la crise de Covid, du coup, au début du confinement, ils envoient un communiqué en disant qu'en fait, les évacuations de police, du coup, les évictions des campements qu'ils effectuent d'habitude tous les jours, étaient trop dangereux pour les policiers d'effectuer pendant la crise Covid. Et du coup, ils avaient plus... ils exigeaient qu'ils ne le faisaient plus. Finalement, ce n'était pas respecté. Et du coup, les évacuations sont continues. On continue, mais c'était un peu la même ironie, où même les policiers, enfin, même les personnes qui sont en train d'effectuer ces politiques voient que ça sert un peu à rien, parce que là, au bout de 30 années, il y a toujours du monde, il y a toujours des enfants, des familles, des adultes qui essaient de rejoindre le Royaume-Uni, qui essaient de traverser ces frontières, même après 400 milliards d'euros dépensés par le gouvernement britannique pour sécuriser la frontière. Et j'imagine une somme égale par la France et la Belgique aussi. Et du coup, le nombre de personnes ne change pas. Le fait que les personnes exilées arrivent ne change pas, mais les conditions dans lesquelles ils habitent et la terreur qu'ils subissent, la terreur mentale, la violence physique, qui a un impact important sur la santé mentale, sur l'état physique aussi des personnes, ça empire. Mais ça n'empêche pas, comme disait Fabienne, ça n'empêche pas que les personnes viennent. C'est juste que ça crée une sorte de invisibilisation des personnes et de la violence qu'ils subissent, et aussi de la terreur, comme tu as dit. Du coup, je pense que ça fait partie centrale des politiques, pas forcément des parties qui sont verbalisées,
Mais c'est un axe des politiques de dissuasion qui ont pas marché et qui vont continuer de ne faire que mettre les personnes plus à risque qui le sont maintenant. Mhm. Ouais. Maintenant, je pense, enfin, je pense vraiment que ça produit des effets de terreur et que enfin, tu vois, quand tu dis qu'après on remobilise la mort de Semira et la mort de Maouda pour faire peur et que c'est intégré dans des politiques, dans des formes de terreur, je pense bien que c'est intégré dans des formes de terreur. Non, je pense pas que c'est fait à dessein pour dissuader, si tu veux. Enfin, je pense que c'est une euh, leur mort à toutes les deux est une conséquence de politiques extraordinairement violentes et extraordinairement déshumanisantes. Je pense pas qu'on soit dans le cas de figure où je pense qu'on accepte le risque de tuer, mais qu'il y a encore une différence entre l'acceptation du risque de tuer et le cynisme qui irait jusqu'à effectivement tuer pour terroriser, quoi. Mhm. Ouais. Encore enfin, je veux dire, quand on voit comment depuis des années et des années ces morts continuent en Méditerranée, etc. Il y a un moment où on se dit il y a une telle acceptation, où il y a une telle passivité que ça devient de l'acceptation. Hein. Donc, Oui, parce que ce volume conséquent de morts, il induit forcément à une pensée oui. pas d'une programmation, d'une thanatopolitique, d'une politique qui programme de la mort au quotidien. Ce n'est pas simplement une forme d'accoutumance ou d'acceptation passive, mais il y a une C'est une thanatopolitique, c'est vraiment une forme de thanatopolitique, ça je pense. Et je pense que de ce point de vue-là, la comparaison que Alexis nous fait et qu'il fait avec les trains vers les camps de concentration, on pourrait dire que voilà, enfin, les noyades dans la Méditerranée, c'est la thanatopolitique de l'ère néolibérale et les camps de concentration, c'était la thanatopolitique du national-socialisme. Voilà, c'est deux formes de thanatopolitique différentes, mais c'est deux thanatopolitiques, ça c'est sûr. Mais je pense que les lignes de continuité sont plus prégnantes, notamment à faire avec le contexte de diffusion de la violence coloniale, parce que c'est quand même des corps qui sont issus d'une forme de colonialité qui se pérennise. Et donc, plutôt que de parler des formes d'exception qui sont dirigées vis-à-vis du contexte de la Shoah, des violences qui sont apparues à ce niveau-là, je pense qu'il est plus nécessaire d'installer ça dans une géographie de la continuité de la violence coloniale qui continue à s'expérimenter et à exploiter au quotidien aux dépens. Je veux dire, pour qu'on puisse ici aboutir à une expérience sociale sereine, pérenne, il y a une forme d'exploitation continue qui est organisée et qui est organisée dans des territoires issus principalement du Sud global. Donc, quand je reprends par exemple la théorisation politique de Orlando Patterson qui parle de mort sociale, c'est vraiment cette mort sociale qui permet la pérennisation de la vitalité organique des corps installés dans l'espace biopolitique européen. C'est par cette mort sociale que nous continuons à expérimenter le social ici. Donc, je pense qu'il serait plus intéressant et important, en tout cas, de réarticuler, de faire réémerger les continuités avec la question de la violence coloniale, plutôt que de parler de formes d'extension de l'exceptionnalité de la Shoah, qui effectivement peut être intéressant à placer d'un point de vue de la généalogie, mais qui, à mon sens, ne permet pas de parcourir la réalité de la violence dans sa substantivité et dans sa programmation concrète. Alors, il est 21h. À 21h30, on doit impérativement tout boucler, terminer. Donc, on va encore laisser un quart d'heure de questions. Donc, je continue à vous faire remonter
Les questions qui nous apparaissent ici dans le fil. Donc alors, ici je lis, donc, le procureur qui a menti sur les circonstances de la mort de Maouda sera-t-il sanctionné? On n'est pas des instructions. Donc... Ouais. Ben, c'est une question qu'il faudrait poser au juge d'instruction, effectivement, parce que la question qui est posée par les enquêtes que fait Michel Bouffiou et qui sera posée probablement lundi et mardi et dont on n'aura pas de réponse, c'est ce que, dont on a discuté tout ici, hein, donc c'est la décriminalisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique que quand le parquet de Mons ou la juge d'instruction constate des mensonges avérés, donc une première version est contredite par l'autopsie du lendemain, ou quand elle constate qu'il y a eu un débriefing opérationnel à partir duquel les policiers ont accordé leur version. Pourquoi est-ce que ces faits-là ne sont pas incriminés? Parce que ce qui est laissé ici, dans ce qu'on parlait tout à l'heure de blanchiment, c'est donc que la police peut à peu près faire n'importe quoi avec la vérité et qu'au mieux, les faits seront requalifiés. C'est la question qui me semble être posée derrière l'impunité qui se crée dans ce type d'affaires. Je ne sais pas si Fabienne ou France Timberlake, vous vouliez réagir sur cette question. Non, moi pas particulièrement. Non. Je pense que, elle est un peu posée. Il y a lorsqu'il y a cette conférence de presse avec le procureur général et avec le procureur du roi. À un certain moment, le procureur du roi dit que désormais, il donnera comme consigne de ne pas communiquer tant qu'il n'y a pas les résultats d'autopsie dans des cas qui sont des cas de mort violente. Je ne sais pas si ça... D'abord, c'est très difficile de se prononcer sans connaître les faits du dossier, mais pour le reste, non, moi, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Mm-hmm. Oui, on aura de toute façon l'occasion de revenir sur ces questions demain, puisqu'il y aura donc Michel Bouffiou et Selma Ben Khalifa, qui est l'avocat de la famille. Donc, on va continuer ici. J'ai encore une question. Pourquoi on parle si peu dans les médias, voire dans les ONG de droits de l'homme en Belgique? Comment comprendre cet ensilement? C'est donc la question du fait que le peu de relais qui est fait dans les médias, les ONG en Belgique, est-ce que ça ne raconte pas quelque chose de cette acceptabilité de l'intolérable? Si, ça, je pense que c'est si. Enfin, c'est par rapport à ce genre d'aveuglement que Foucault avait inventé ce qu'il appelait les enquêtes intolérance. Et les enquêtes intolérance, c'était tenter vraiment de faire en sorte que les Bon, quand il a fait les premières enquêtes intolérance, c'était en prison, c'était avec le groupe d'information sur les prisons et c'était vraiment faire sortir, donner la parole à la fois aux détenus, aux familles de détenus, à des personnes qui travaillaient en détention, etc., pour essayer effectivement de donner à voir ce qui pour le reste est caché. Et jusqu'à un certain point, pour notre confort, ça nous arrange bien que ce soit caché. Je pense qu'on a des complicités par rapport à cet aveuglement, quoi. On est pas partie prenante de cet aveuglement. Sur la question des ONG et des organisations de droits de l'homme, est-ce que tu aurais quelque chose à dire? Oui, juste pour ajouter, je ne pourrais pas commenter sur les enlèvements, mais ce qu'on a constaté, ce qu'on a vu juste après, la mort de Maouda, et qui était un peu
un dommage collatéral des mensonges qui ont été communiqués par la police et par les forces de l'ordre, c'était que presque tout acteur qui aurait pu commenter, presque toute ONG qui avait été contactée, soit par nous, soit par d'autres personnes, par l'incident, n'osait pas commenter en fait parce qu'il y avait l'histoire, la thèse de la police qui était que le bouclier humain et il y avait la famille. Et du coup, je pense qu'il y avait peur en fait d'aller à l'encontre de la police, de critiquer la police, alors qu'il y avait une vérité en contestation. C'était la stratégie, je ne sais pas, mais pour moi, c'était la stratégie de la police de créer des versions différentes. Et comme ça, en fait, ça a rendu impossible pour les grosses ONG, pour les autres organismes de l'État, de commenter là-dessus, de peur que ils finissent par culpabiliser la police qui elle-même se déculpabiliser. Voilà. Mm-hmm. Oui. Donc, j'ai encore une question ici. Juste pour donc sur cette question des ONG, je voulais quand même signaler que nous, ce qu'on a perçu, peut-être France, tu peux rapidement réagir là-dessus aussi, de notre côté, c'est qu'il y avait une grande peur des ONG, des grands organismes, en fait, de la diffamation. C'est-à-dire que donc, cette zone de blanchiment et cette peur de parler de ce qui se passe, et que l'impunité, en fait, c'est ce qu'elle fait, c'est que les organisations de défense des droits de l'homme n'osent plus nommer les choses telles qu'elles sont. Et donc, elles s'en tiennent à la terminologie juridique la plus faible, de peur de la diffamation, en fait. Mm. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous constatez aussi? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que oui, la peur de la diffamation, comme tu as dit, ça faisait partie, quoi. Ouais. Je vous lis encore ici une question. Existe-t-il des études, des recherches suffisantes concernant le phénomène de la criminalisation des migrants et de leur aide? Comment est-ce que le travail de Michel Bouffiou et du comité peuvent influencer les instances institutionnelles? Est-ce un levier défendable au procès ou une mise en lumière militante? Quelles sont les conséquences pénales éventuelles contre les... Ça, c'est une autre question, je pense. Je pense que ce travail, il est hyper important parce que effectivement, enfin, je veux dire, c'est parce qu'il y a eu tout ce travail effectivement très, très précis de contre-enquête qu'on peut sortir du mécanisme qui est la peur de la diffamation et que du coup, enfin, la définition, enfin, je veux dire, la définition de situation, elle est de nouveau en chantier, elle peut être, elle est à nouveau ouverte parce que dans un premier temps, effectivement, la situation, elle s'est trouvée définie d'une manière qui était une manière qui était tout à fait à la fois criminalisante pour les migrants et qui signait une impunité totale pour les policiers. Donc, je pense que c'est pas seulement une intervention militante, c'est vraiment du travail journalistique au sens le plus fort du terme, de documenter effectivement des faits et pour pouvoir remettre en jeu une définition de situation et l'ouvrir. Mm-hmm. Ben oui. En fait, c'est très important pour nous, hein, parce que disons que le frein, et ça va faire lien avec la question qui vient, le plus important qu'on a rencontré, c'est le fait de ne pas vouloir se prononcer sur une affaire en cours. Et donc, ça crée énormément de problèmes, en fait, parce que ça laisse le temps judiciaire créer l'impunité. Donc, on a tout un tas d'acteurs qui n'osent pas intervenir de peur de diffamation, qui restent derrière l'idée qu'il faut laisser faire la justice. Et donc, du coup, en fait, on ne fait pas ce travail d'enquête, hein, qui est précieux et qui permet, en fait, de faire pression ou de faire importer des zones d'ombre ou de poser des questions. Donc, ça rejoint un peu ici la question, donc, pour la question d'une éventuelle condamnation des coupables, pourrait-on repréciser comment la justice, en compartimentant ou en saucissonnant l'enquête, rend impossible la criminalisation de l'acte policier? Peut-on parler de racisme d'État?
je ne sais pas s'il faut parler d'un saucissonnage particulier. Enfin, je veux dire, c'est la division du travail, la division du travail judiciaire. Je ne pense pas que la division du travail en elle-même, elle a été particulière. La seule chose, c'est que dans un premier temps, effectivement, il y a eu une certaine définition de situation qui a été mensongère, qui a été avancée par les policiers. Et c'est vrai que elle a pu être contrée, par plusieurs acteurs, mais pour moi, c'est une question encore différente de la question du racisme d'État, qui est vraiment une question qui se pose ici et qui doit être posée parce que toutes les politiques de criminalisation de l'immigration, les plans Medusa, etc., c'est effectivement, c'est instituer des formes de racisme d'État et de déshumanisation de pans entiers de la population. Donc, oui, je pense qu'effectivement, on peut parler de racisme d'État, mais déjà, enfin, pour reprendre les termes techniques, déjà au niveau de la criminalisation primaire et d'abord, avant même d'arriver après dans l'application de la loi, c'est la loi en elle-même, c'est le dispositif lui-même. Alors aussi bien au niveau national qu'au niveau européen, qui institue effectivement des catégorisations qui sont des catégorisations raciales. Ok, je pense, il y a encore une question qui arrive ici. On nous dit que les policiers sont sur les pages. Apparemment, on reviendra là-dessus, mais il y a eu beaucoup de commentaires racistes ou policiers qui ont pas mal rendu la tâche compliquée de nos camarades pour faire remonter les questions. Et donc, on dit ici, les policiers sont sur nos pages, en commentaire, un lien vers un groupe de soutien aux policiers dans l'affaire Mauda. Ils osent. Mais cela étant, moi, enfin, comme je donne cours dans une école de criminologie, il m'arrive d'avoir des étudiants qui sont policiers ou policières. Et je me souviens notamment d'une policière qui a dû intervenir comme policière dans le cadre du plan Medusa et qui en était littéralement malade. Hein. Donc je pense qu'il y a enfin, la violence des politiques, elle cible certaines catégories. Elle cible avant tout les migrants, mais je pense qu'on n'est pas indemne quand on doit mettre en œuvre ce type de politique. Ça ne laisse pas les personnes indemnes. Mm-hmm. Ni éthiquement, ni moralement, voilà. Alors, j'ai ici une dernière question, parce qu'on arrive petit à petit au bout de ce live. Donc, c'est donc une menace pour la démocratie dans nos sociétés si les contre-pouvoirs n'osent plus intervenir. Et alors ici, j'ai encore une question qui me demande de reposer à l'ensemble des intervenants la question du racisme d'État. Donc en fait, on peut peut-être terminer là-dessus. Si quelqu'un veut encore rajouter quelque chose sur la question de la menace que ça fait peser à la démocratie que les contre-pouvoirs n'osent plus intervenir et celle du racisme d'État dans les différents niveaux. Alors moi, je veux bien intervenir sur la question du racisme d'État, sur un dernier point. En fait, donc nous demandons à la suite de la famille une commission d'enquête parlementaire depuis le départ, parce qu'on sait qu'il y a en fait des instructions qui sont données par le ministère de l'Intérieur aux policiers. Et ces interventions, pour l'instant, on n'y a pas accès. Donc on a vraiment besoin que le Parlement joue ce rôle de contre-pouvoir, c'est-à-dire de pouvoir donner les conditions pour qu'on ouvre cette boîte noire qu'on essaye ici à travers des morceaux d'enquête, des comparaisons d'autres situations, d'avoir accès, mais donc il faudrait pouvoir rentrer beaucoup plus en profondeur vu le caractère, vu l'assassinat en question. Et ce qu'on constate dans le procès qui a lieu à Liège, c'est qu'il y a quand même dans les poursuites policières une dimension de profilage racial. C'est-à-dire on voit des catégories spécifiques de passeurs kurdes, de réfugiés djihadistes, toute une catégorie de racialisation
qu'on ne peut percevoir qu'à travers la lecture de certains PV, mais dont on a l'impression qu'ils constituent en fait le réel politique et policier de ces opérations. Et c'est pour ça que je le répète ici, peut-être si on peut terminer là-dessus, mais pour nous, au-delà du procès, c'est vraiment très, très important d'avoir ce temps de commission d'enquête pour pouvoir comprendre, en fait, Fabienne, tu racontes les faits sur les policiers que ça peut être, donc de pouvoir vraiment rentrer en profondeur dans cette boîte et de faire de l'affaire Maouda un moment d'enquête démocratique, plutôt que de faire du procès quelque chose qui va la refermer et on se donnerait rendez-vous au prochain drame. Donc, je ne sais pas sur cette question-là, du profilage racial, du réel des opérations Medusa, si vous voulez terminer par un mot de conclusion sur les suites après le procès. En tout cas, moi, je suis très sensible à ce que tu dis. Effectivement, une commission d'enquête parlementaire qui permet effectivement d'interroger aussi ce que devient la démocratie. Hein. Enfin, je veux dire, et d'évaluer effectivement ces politiques-là à l'aune de la démocratie ou vice-versa. Ça, je pense que c'est important parce que je pense, comme toi, que le procès, ça va refermer les choses. Enfin, le procès et puis il a vocation à traiter d'une affaire et pas de traiter d'une politique. Or, il faudrait effectivement prendre le temps effectivement de retourner à la racine qui est la racine politique et pas seulement judiciaire. France, tu veux apporter un mot de conclusion avant qu'on termine et qu'on donne les infos pour les prochains jours? Oui, juste pour conclure, un grand merci à vous, au comité Maouda, d'avoir organisé cette conférence, mais aussi d'avoir mené toutes les actions de soutien que vous avez menées les dernières années. Et peut-être juste un petit mot pour honorer la famille de Maouda qui, face au deuil pour Maouda et face à la colère contre tout ce qui se passait, d'avoir pu exiger la justice et vraiment combattre pour la justice pendant 2 ans et demi. C'est quand même un temps énorme. C'est un temps très, très long pour attendre la justice pour votre enfant. Donc voilà, pour honorer la famille et leur force éternelle, je pense que je serai toujours très, très éternellement admirative de la famille. Donc voilà, je conclue avec ces mots. Merci beaucoup, France. Anas, toi, tu voudrais dire quelque chose en conclusion? Tu aurais un dernier morceau d'analyse? Non, j'aimerais juste remercier l'ensemble des partenaires et l'ensemble des personnes qui gravitent en termes de soutien, en termes de présence quelconque, et qui permettent à ce type d'événements de contestation politique prendre acte et voilà. Eh bien, voilà, donc je vous remercie tous. Avant de terminer, je vais rappeler donc, les différents moments qui vont venir. Donc, demain à 18h, il y a un second live autour de la question des violences policières et de l'impunité judiciaire avec donc, Michel Bouffiou, Alexis de Swalf, Amel Bentounsi et Selma Ben Khalifa, qui seront animés par David Jamar, professeur à Lumons, et Nourdine Saïdi, membre des Bruxelles Panthers. Il y a aussi un atelier, et ça je vais regarder pour ne pas dire de bêtises pour l'heure, il y a un atelier en ligne organisé par Zine TV à 14h30, représentation médiatique des violences policières. 14h apparemment. 14h, donc je le répète, donc 14h, pas 14h30. Le dimanche, nous organisons de 14 à 16h une manifestation virtuelle. On verra ce que ça va donner. Mais surtout, on sera présent donc, le lundi et le mardi pour suivre le procès. On fera des retransmissions live ainsi qu'on communiquera 2 fois par jour. Donc, suivez. Si vous pouvez venir à Mons, c'est bien. Sinon, vous pouvez suivre sur Internet. Et le mot de conclusion, en fait, sera celui que Fabienne Brion a amené, qui est le même en fait que celui de Michel Bouffiou à la fin de son enquête, qui est la nécessité d'ouvrir une commission d'enquête sur les opérations Medusa, de traiter de la question politique de ces opérations, bien au-delà du procès. Donc j'annonce qu'effectivement, le comité Maouda continuera bien au-delà du procès à travailler au démantèlement de ces opérations. Je vous donne donc rendez-vous demain
À 14 h, pour ceux qui sont inscrits, l'atelier ZinTV. À 18 h en live pour donc la seconde conférence. Je vais juste terminer sur les modalités pratiques de la présence du rassemblement le lundi et le mardi. Donc, on a une autorisation de la police pour une 50aine de personnes par groupe de 4. Et donc, pour vous y rendre, on vous conseille de contacter une des organisations pour vous inscrire. Donc voilà, ça c'est pour les modalités pratiques. N'hésitez pas à nous contacter par message. La vidéo sera donc disponible en live et on remettra l'article de Michel Bouffiou. Merci à vous et une très bonne soirée. Merci d'avoir été présent.